passe outre-Manche à outre-Atlantique. En gros, ce sont les premiers écoterroristes français. Alors les servants de Gaïa, ils revendiquent quoi? Ils revendiquent de substituer aux cibles matérielles des cibles humaines pour faire avancer les causes écologistes, animalistes et altermondialistes. Ils prétendent aussi détenir d'effroyables secrets sur notre planète et sur l'influence des États. Donc ce flic Thierry Barre, ce flic des abusés, il va faire cette levée de doute. Celle-ci se passe mal parce qu'il tombe face aux écoterroristes, s'ensuit une fusillade et il est contraint d'abattre le leader du groupe. Les autres s'enfuient. Donc évidemment il y a une enquête, parce qu'en France, dès qu'un policier ouvre le feu, il y a garde à vue, il y a 2 enquêtes en fait. Et cette enquête ne peut pas avoir lieu parce qu'il tue les enquêteurs et décide de partir, de vriller complètement, de passer de l'autre côté du miroir pour poursuivre l'exécution à un des servants de Gaïa. Donc on a face à un policier qui devient justicier pour combattre les justiciers de l'environnement. Donc pour l'IGPN, l'enquête sera triple. Il faudra déjà retrouver les servants de Gaïa qui, bien que terroristes, deviennent des victimes de ce policier. Il va falloir aussi comprendre pourquoi il cherche à les exécuter un par un. Et enfin, l'arrêter éventuellement. Naturellement, l'intrigue viendra bien au-delà de ces 3 questions. Merci Laurent. Donc Rose, tu es amatrice de thriller et de romans noirs et tu t'es découvert une passion pour l'écriture après avoir participé à un atelier portant sur le courtes nouvelles. Ne reste que la nuit est ton 2e roman. Est-ce que tu peux nous le pitcher s'il te plaît? Oui. Alors, Ne reste que la nuit est un huis clos qui se passe dans une salle de commissariat de police. Et on va suivre le commandant Serge qui va recueillir le témoignage de Lila, une jeune femme de 23 ans qui a été témoin d'un meurtre dans la maison familiale la veille au soir. Et donc Lila va se raconter au fil des pages, elle va raconter son enfance avec son petit frère au sein d'une famille violente. Et on va suivre ce couple, cette sœur et ce petit frère qui va grandir et se construire en tant qu'adulte au sein de cette famille. Donc c'est assez noir, mais en fait ce qui m'intéressait dans le livre, c'était comment on devient adulte quand on n'a pas été aimé comme il faudrait être aimé. Donc Serge va l'écouter, nous on va suivre ce cheminement de l'enfance vers l'âge adulte. Et ensuite, dans un second temps, Serge devra aller dans la seconde salle où se trouve un autre personnage qui va livrer, lui, une autre, enfin au moins sa vérité à lui, qui n'est pas forcément la même que Lila. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce qui vous réunit tous les 3 autour de cette table, c'est d'avoir écrit sur des personnages assez complexes qui vont susciter chez le lecteur des émotions très ambivalentes. On ne sait pas s'il faut les aimer, les détester, les plaindre. Ça nous fait beaucoup tergiverser. Alors ma question était, est-ce que pour vous c'était un parti pris dès le départ, ou bien est-ce que c'est l'intrigue qui naturellement vous a amené à créer ces personnages complexes? Laurent. Oui, c'est à la fois un parti pris et une nécessité pour aborder certains sujets. C'est-à-dire que là, je me suis amusé à ce que les victimes deviennent coupables et les coupables deviennent victimes et ainsi de suite. En même temps, c'est la réalité comme ça, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, puisqu'on parle de judiciaire, puisqu'on parle de crime, de terrorisme. On ne produit rien, on ne fait que gérer de l'humain. Et l'humain, il est plein de nuances. Donc oui, c'est un parti pris et une nécessité. Oui, c'est un choix, c'est une redite, mais quand on est flic, on travaille sur l'âme humaine, donc en effet, il n'y a rien de très acté, il n'y a pas les bons et les méchants de chaque côté, et c'était intéressant. Moi j'ai vraiment voulu, d'abord je suis plaqué au réel, toujours dans mes romans, je suis vraiment sur la réalité des enquêtes et de ce qu'on vit, et le but c'était même de mettre mal à l'aise le lecteur par moment, en effet, avec des sentiments dérangeants, où on peut avoir une forme d'empathie pour quelqu'un qui ne le mérite pas en réalité. Mais c'est le cas parfois dans nos enquêtes. C'est rarissime de rencontrer des gens qui sont totalement noirs, à la Fourniret ou autre. On en voit très peu dans sa carrière. Et effectivement, dans mon roman, a priori, à l'initio, le personnage il est noir, puisque il ne s'embarrasse pas de savoir ce que pensent les femmes, il est extrêmement violent, il vit sa sexualité, puis il s'en fout. Mais derrière, il voit un psy pendant sa garde à vue qui ouvre une porte en esquissant l'idée que lui-même ait pu avoir été victime d'abus sexuels quand il était petit. Et il se trouve qu'en plus son père a Alzheimer, donc une famille très dysfonctionnelle, et ça ouvre quelque chose chez lui. Et donc il doit affronter à la fois
sa situation de mise en cause et puis l'enquête qui l'écrase, il le mérite, hein, et cette introspection familiale qui l'emmène vers ses secrets qu'il n'avait pas envie de voir mais qu'il doit redécouvrir. Alors moi, vraiment, c'est un kiff d'écrire des personnages ambivalents. C'est ce que j'aime faire, c'est montrer que dans chaque personnalité, dans chaque personne, on a plusieurs façons de la voir, suivant comment on regarde et comment on a envie de regarder. Donc j'aime beaucoup présenter mes personnages d'une façon, et dans un deuxième temps, ouais mais attendez, si on prend un pas de recul et qu'on la regarde comme ça, vous voyez finalement c'est peut-être pas ce qu'elle montrait, ce qu'elle avait envie de montrer, mais peut-être que derrière le beau vernis il se passe des choses pas très glorieuses. Et j'adore faire ça, j'adore provoquer soit la colère, le dégoût. Quand j'écris quelque chose, j'adore prendre un virage à 180 et dire mais en fait c'est pas du tout ce que vous pensiez, il se passe, c'est totalement l'inverse. Et je crois que comme disaient mes collègues, de toute façon, tout n'est pas blanc ou noir, on est fait de plein d'émotions. À l'instant T, on peut choisir, prendre les bonnes options, et l'instant d'après faire des mauvais choix qui vont nous faire tomber dans de la noirceur. Et je trouve que c'est hyper intéressant à écrire et encore plus à lire. Quand vous façonnez un personnage justement moralement ambigu, est-ce que vous partez d'abord de son côté sombre ou de sa part plus humaine? Ils se façonnent tout seuls, mes personnages en fait. Je pars je pars d'une situation et souvent je me laisse un peu déborder. Je raconte ce que j'ai envie de raconter l'histoire et au bout d'un moment je me dis ah mais tiens s'il faisait ça, où est-ce que je pourrais aller un peu plus loin là, est-ce que je pourrais pousser cette petite limite là, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? Donc je teste des trucs, j'ai pas tout de suite mon personnage dans sa globalité, il évolue en même temps que le livre, il évolue en même temps que moi, parce que j'écris des livres sur 1 an, 2 ans, donc forcément en 2 ans je change aussi, donc mes personnages vont changer, et je trouve que c'est ce qui fait la richesse aussi d'un personnage, c'est qu'un personnage n'est pas figé parce qu'il est timide, il est tout le temps timide, les personnes timides vont oser parler à un moment parce qu'elles ont besoin de parler, donc c'est toute une richesse qui fait qu'au moment de l'écriture, on lui apporte des choses en plus, des émotions en plus, des réactions qu'il n'aurait peut-être pas eues, mais là, il est mis sous pression, donc il va avoir cette réaction-là. Donc en fait, il vit un peu, quoi. Il vit. Il vit beaucoup chez moi. Il prend beaucoup de place dans mon salon. Merci. Oui, on est toujours en clair-obscur, mais comme sur les enquêtes, c'est-à-dire que vous savez, les meurtres, par exemple, en réalité, il n'y a quasiment pas de tueur en série, il n'y a pas de tueur à gages. C'est toujours des histoires complexes et avec des causes endogènes. Donc déjà, ce qui échappe à la personne, ce qui nous construit, notamment l'expérience familiale, les expériences, et ça nous imprime. Il y a une part de conscience, bien sûr, et puis il y a les événements. Donc tout ça, ça fait des circonstances parfois très complexes qui amènent à un crime. C'est ça qui est intéressant. Moi, quand j'étais gamin, je me rappelle pour les plus anciens, j'avais vu un film qui s'appelait Série Noire avec Devers, je ne sais pas si vous l'avez vu, où Devers à la fin tue sa femme, mais dans des conditions abominables, mais tellement humaines, c'est-à-dire qu'il l'étrangle doucement en s'excusant, enfin voilà. Et ce qui est affreux et à la fois troublant et intéressant dans ces histoires-là, c'est que tout ça s'est mêlé. Voilà. On n'est pas sur des positions. Donc ça, on s'en sert évidemment sur des personnages comme celui-ci ou dans les autres romans, extrêmement ambivalents. Oui, donc je pense que vous l'aurez compris, les gens évoluent. Et donc potentiellement, dans cette salle, chacune et chacun d'entre vous est potentiellement un criminel dangereux. Je suis heureux de vous le dire. Et effectivement, cette ambivalence et l'évolution qui mène à ça, moi c'est ce qui m'a intéressé. Parce que quand je parle d'éco-terrorisme, je crois qu'on est tous écologistes, on est tous animalistes, personne n'a envie de faire du mal aux animaux. Et par ailleurs, la planète, on est tous dessus. Mais qu'est-ce qui fait que certains, en partant d'une cause, en arrivent à commettre le pire? C'est ce schéma-là qui m'a intéressé. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est un jeu de miroir avec la police. Vous pouvez être fiers de vos policiers, on ne leur rendra jamais assez hommage parce qu'ils restent toujours dans les clous, dans la grande majorité d'entre eux. Et pourtant, ils patochent dans la semoule.
Inutile de vous dire que tout le monde le sait, vu le système judiciaire, etc. On arrête des gens qui sont remis dehors tout de suite. Les peines de prison sont faibles, on ne va pas faire de politique là-dessus. Et pourtant, ils sont confrontés à la détresse humaine. Donc en gros, je me suis posé la question, ces policiers sont dans le même cas de figure que des gens qui deviennent éco-terroristes. Et c'est ce jeu de miroir que j'ai essayé d'évoquer. Merci. Encore une question sur l'écriture. Pour vous, quel est le plus difficile? Est-ce que c'est de d'écrire sur un personnage complètement mauvais, ou alors un personnage plus nuancé comme vous? Donc plus humain, enfin plus réaliste peut-être? Je crois que les bons sentiments sont beaucoup plus durs à établir, peut-être parce qu'au quotidien, je pratique et je brasse plus de pourris que de gens fabuleux dans mon métier. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Donc pour moi, c'est plus dur de faire des gens bons que des mauvais. J'ai pas de personnage bon ou mauvais, mais encore une fois, il n'y a pas de personnage bon ou mauvais. Moi, j'ai vu des braqueurs, des tueurs, emmener leur gosse le matin à l'école, ou être de bons maris. C'est ça qui est intéressant. Je dis, il y a très très peu de situations dans lesquelles vous êtes face à quelqu'un d'une totale noirceur, qui a aucune excuse, qui a aucun parcours de vie qui explique que, bon voilà. Et j'ai jamais vu quelqu'un de blanc-bleu qu'on repense. Et là, ce qui est affreux quand on est policier, c'est qu'on devine chez les gens toujours une faille, quelque chose qu'on cache. Il y a personne de... Ou alors tout petit. Ça commence bien et après ça se gâte en général. En plus, on écrit, étant donné qu'on écrit du noir, évidemment qu'on aime bien écrire la part sombre quand même de chaque personnage. Je pense que les gens juste lisses, juste gentils, c'est ennuyant en fait. Donc je crois qu'on aurait envie de le faire, on n'y arriverait pas tout simplement. Donc, est-ce que vous pensez que le lecteur peut se reconnaître dans les personnages, dans les contradictions de vos personnages? Vous avez un peu répondu tout à l'heure en fait, ouais. à cette question. Pour le coup, j'ai parlé de mes bouquins. C'est le but. Ouais, c'est ça. Là, dans les miens, j'écris quand même ce qui se passe dans des familles, derrière les portes des maisons. Alors, je ne sais pas si les lecteurs vont se retrouver dans l'ambivalence de mes personnages, mais en tout cas, ils vont se reconnaître à un moment dans mes personnages. Alors, pas dans tous, j'espère pour eux, mais parce que j'écris le quotidien de tout le monde. J'écris sur les voisins, sur les grands-parents, sur les frères et les sœurs. Et j'essaye de montrer que un parcours de vie c'est fait de plein d'épreuves et que ça peut très vite dévisser. On peut avoir tout pour être heureux et qu'il suffit d'un grain de sable dans un engrenage pour basculer vers l'horreur, et que on peut être, comme on disait tout à l'heure, l'homme le plus gentil du monde ou la femme la plus gentille du monde, et on peut se transformer pour autrui, en tout cas, en un monstre assez facilement. Et c'est un peu flippant d'ailleurs de voir que finalement tout le monde peut basculer comme ça aussi facilement. C'est une question que je ne me posais pas dans les premiers romans, qui étaient des purs polars. Sur le dernier, oui, c'est intéressant. En tant qu'homme en particulier, aujourd'hui, on est dans une société où qui n'existait pas. Il y a 30 ans, on ne pouvait pas avoir une appli où on rencontrait quelqu'un et on allait voir une femme, on avait une relation sexuelle, une femme, un homme. Aujourd'hui, c'est possible et ça a bouleversé les relations humaines, mais ça ouvre la voie à énormément de risques, les gens ne se rendent pas compte. Et ça, et encore une fois, la relation au consentement, à la sexualité, je pense qu'il y a des hommes qui n'ont pas pris le train. Je ne suis pas moraliste, mais il y a des hommes qui n'ont pas pris le train. Et en tant qu'homme de 40, 50 ans, je ne dis pas que tous devraient lire le livre, encore que c'est une bonne idée, mais je pense que ça pousse à la réflexion. Ben, en fait, oui, lorsqu'on fait des personnages à un livre, on essaye de faire écho un maximum aux gens. Mais là, en l'occurrence, oui. Qui n'a jamais eu la pulsion de se dire je vais faire justice moi-même? Qui ne se dit pas les grandes causes, les grandes idées n'avancent pas en raison du système tel qu'il est conçu? Et qui ne se dit pas je vais commettre le pire pour que ça avance, pour que nos enfants aient quelque chose? Donc oui, évidemment, l'idée c'était de faire résonner quelque chose chez le lecteur. Merci. Laurent, donc dans ton roman, tu parles de l'écoterrorisme, tu nous as déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comment est-ce que tu as travaillé sur le sujet? Est-ce que tu as rencontré des gens ou étudié? Alors, moi, avant d'écrire, j'étais consultant pour des films, des séries télé, mais aussi pour des
Mais pour d'autres auteurs, c'est-à-dire que c'est bien quand vous avez une thématique d'aller voir quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et moi, je rends l'appareil dans mes livres, je vais rencontrer des techniciens, des gens qui savent là où je ne sais pas. Et là, en l'occurrence, ça me permet de lui rendre hommage. Je suis allé voir Éric Dénessé. Éric Dénessé, c'était le directeur du centre de recherche sur le renseignement. C'était une espèce de ponte, un véritable esprit libre. C'est lui qui venait dans les écoles de police vous expliquer ce qu'était que le djihadisme islamique, l'écoterrorisme aussi. Et donc j'ai contacté sa secrétaire pour lui dire voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui me décrypte tout ce qu'il y a derrière Greenpeace, ALF, L214, tout ça. Et j'ai eu beaucoup de chance car c'était un de mes lecteurs, donc on a tout de suite été copains et il m'a vraiment décrit beaucoup de choses. Pour mémoire, il est décédé dans des conditions controversées au mois de juin dernier. Alors, Rose, est-ce que tu vois? Oui, non, mais j'étais tellement absorbée. Non, j'étais tellement absorbée que... Bon. Alors, dans votre premier roman, et ensuite Le Silence, et dans votre deuxième, Ne reste que la nuit, on avait un peu parlé aussi, vous êtes sur le sujet des relations intrafamiliales, qui sont souvent complexes et parfois destructrices. Est-ce que ça semble vraiment un sujet important pour vous? Et justement, comment vous travaillez ce thème? C'est un sujet important pour moi parce que je rejoins, c'est en fait dans nos livres on parle un petit peu de ce qu'on connaît. En tout cas, moi comme c'est mes premiers livres, je suis partie sur des sujets que je maîtrisais. Qu'est-ce que je maîtrise? La famille, les relations familiales. Alors, Dieu m'en préserve, je ne suis pas au point de ces familles-là, mais je sais ce qu'est la vie de couple, je sais ce qu'est avoir des enfants, je sais comment c'est dur d'être mère de nos jours, d'être une mère célibataire qui doit gérer beaucoup de choses. La charge mentale, ça me parle énormément. Donc le premier livre, il est arrivé assez facilement et assez naturellement parce que j'avais envie et peut-être besoin aussi de parler de toutes ces mères qui se battent au quotidien pour garder un peu la tête hors de l'eau et parler un peu de dépression aussi, enfin des sujets très gais, il est vrai. Mais oui, tout ce qui se passe dans les familles, ça me tient à cœur parce qu'il y a encore des sujets un peu tabous, je trouve. On n'en parle pas encore beaucoup. On a l'impression que la famille, il ne faut pas y toucher. Ça ne regarde pas ce qui se passe derrière les murs. Alors on est quand même en 2025. Mais il y a encore certaines choses, on met un peu la tête dans le sable. Donc c'est bien d'en parler, mais sous forme d'un autre format que des essais ou d'en parler dans les journaux sous forme de faits divers, mais là d'en parler dans des livres, d'essayer d'attraper un autre public et de faire prendre conscience de certaines choses. Et ça marche bien parce que les retours de mes lecteurs, c'est que ça résonne, ça fait écho. Alors, et ensuite le silence, ça fait écho à pas mal de parents. Parce qu'on aborde le délicat sujet de la maternité, du regret maternel, le fait d'être un peu dépassé, de ne pas savoir, pas réussir en tout cas, ou pas se sentir légitime en tant que mère. Et je suis contente d'avoir mis ces genres de thèmes sur le devant de la scène, en tout cas, à mon team. Voilà. Merci. Christophe Molny, on peut faire le lien avec ton ouvrage parce qu'il va traiter également des relations complexes, mais cette fois entre un homme et une femme, et aussi au sein de la famille. Même question, comment est-ce que tu as travaillé le sujet? Est-ce que ton expérience professionnelle t'a aussi aidé à créer ces personnages? En fait, on fait tous pareil. Le premier, on raconte pas sa vie, mais son univers. Et puis plus ça va, plus on s'éloigne du piquet au fur et à mesure des romans. Donc, sur le dernier, je suis allé voir la psy du service, j'ai attrapé la psy dans le service. J'ai expliqué moi comment ça se passe quand vous avez un entretien. Parce que j'ai lu bien sûr les comptes rendus, mais je voulais savoir comment se passait la relation entre le psy ou la psy et le gardé à vue, parce que c'était ça le sujet. Et puis comment se rédigeait un mémoire, quels étaient les termes, etc. C'est la première fois que j'ai besoin effectivement de faire le contraire, parce que comme mon collègue, moi ça m'est arrivé plein de fois de recevoir des gens qui venaient me voir en me disant racontez-moi c'est quoi le banditisme, c'est quoi. Donc j'ai fait le contraire. Donc je vous dis plus ça va, plus on s'éloigne. Au début on est dans une zone de confort, et puis après on prend des risques, c'est normal, et on s'aventure sur autre chose. Craignez-vous parfois que vos personnages reflètent vos propres ambivalences? Non, je
je le crains pas. C'est évidemment que ça reflète mes ambivalences. Les personnages sortent quand même de ma tête, donc évidemment qu'il y a ma patte, il y a mes ambivalences, toutes les questions. Alors, voilà, moi je suis encore au piqué, hein, c'est-à-dire que je suis vraiment dans ma zone de confort et je parle de ce que je connais. Donc les personnages ambivalents, je maîtrise. J'ai plusieurs personnes dans ma tête, donc forcément je suis très ambivalente là-dessus. Et ça me fait pas peur de mettre ça dans un livre et de parler. Je pense qu'on est tous pareils, en fait. On a plusieurs petites voix et on essaye de faire face avec tout ce monde pour avancer dans la vie. Donc j'ai pas peur de parler d'ambivalence parce qu'on est juste tous ambivalents, en fait. Non, ben moi maintenant, enfin là c'est au 5e, donc je suis loin de moi, donc c'est justement ça qui est intéressant. Moi j'ai jamais tué personne, j'ai jamais violé de femme. C'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on s'écarte comme sa personne et on explore autre chose, on se met dans la tête de quelqu'un d'autre. Donc non, je suis loin. Ben, moi j'ai une vision un peu différente parce que je ne vais rien vous inventer en vous disant que, outre les techniques et les exigences d'un thriller, il faut une intrigue, il faut de l'énergie, il faut tout ça, ben, quelque part, moi j'ai tendance un petit peu à me libérer, à me vider de tout un tas de trucs qui me gênent. Ça vaut une thérapie. Les thrillers, c'est pas qu'une confidence cachée. Et donc, oui, évidemment qu'on trouve des tas de fantasmes, des tas de soucis dont on se débarrasse dans l'écriture. Vous savez, écrivain, c'est formidable, parce qu'on s'évite 10 ans d'analyse et accessoirement, on rencontre des gens merveilleux et on fait un peu de sous. Donc, c'est nickel. Merci beaucoup. Cette table ronde va s'achever. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour les auteurs? Ok. Et ben, en tout cas, vous pourrez les retrouver tout à l'heure à leur stand pour une signature. Mais avant, est-ce que vous avez des projets d'actu à nous partager? Allez, Laurent. C'est pas très original. Je suis en train de préparer un prochain livre pour 2027. Voilà. C'est mon actu du moment pour l'instant. J'ai un polar qui sort dans quelques semaines, qui revient au polar. Donc avec des flics, avec une enquête. Ouais, avec une personnage qui avait été germé dans les collines, que j'aime bien, donc, qui revient. Parce que les lecteurs m'ont dit ouais c'est bien, elle est en noir, mais j'aimerais la revoir, donc c'est sympa. Donc j'ai dit bon, ok. Et vous? Non, pas d'actu. Moi, voilà. Je me Moi, laisse je prends mon porter. temps. Non, je suis comme tous les auteurs, on est en train d'écrire des choses, de tester des choses. Voilà, mais rien de spécial. Je profite, entre guillemets, un petit peu de tout ce que m'offre. Je suis nouvelle, hein, moi, donc je profite de tout ce que m'offre ce métier d'auteur. Donc voilà, tout va bien. On va patienter, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En plus, il me semble qu'effectivement, elle est toute jeune, Rose, et il me semble que c'était sa première table Oui, ronde. c'était ma première. Donc on est très contente de l'avoir. Une question. Une question? Simplement, vous venez de dire, M. Molny, que vous alliez sortir un polar. Alors, quelle différence faites-vous entre le thriller et le polar? Bon, ça c'est personnel hein, comme point de vue, mais pour moi le polar c'est quand vous avez une chorale de personnages et que vous incarnez autant des policiers que des voyous. Donc on est dans l'enquête policière, on voit aussi le côté des criminels. Alors qu'un thriller ou un roman noir, vous n'avez pas cette exigence-là. En tout cas, moi je le vois comme ça, j'incarne pas nécessairement les policiers. Ils sont là en filigrane, hein, mais ils ne prennent pas la place d'un chapitre. Souvent, dans un chapitre, il y a le point de vue d'un personnage. Voilà. Donc le polar, pour moi, permet de mettre en exergue le travail des flics, pas seulement, mais de vraiment les incarner. C'est ça, le polar c'est une enquête. Le thriller c'est quelque chose qui nous fait peur. Et donc Rose elle est plus là-dessus, sur du thriller psychologique. Et en tout cas pour ces romans-là, on est plus sur du polar. Mais bon, c'est des termes parce qu'en réalité, il y a une division entre la littérature blanche, le roman noir, le polar. Enfin, ça dépend de la couleur du roman, ce qu'il y a dedans. C'est difficile à caractériser parfois. Oui, c'est juste histoire de classer en fait, pour qu'on s'en sorte. Merci beaucoup. Ah. Bonjour à tous. Avez-vous des rituels d'écriture?
Alors j'avais essayé de me faire des rituels d'écriture et en fait je me suis rendu compte que par manque de temps, si je commence à devoir mettre en place des rituels, je ne vais jamais écrire. Donc mon seul rituel c'est d'ouvrir l'ordinateur quand j'ai 5 minutes et de m'y mettre, même si derrière moi ça braille, même s'il y a de la musique, même s'il y a la télé, j'écris, j'essaye de me mettre dans une bulle parce que je n'arriverai jamais à écrire si j'attendais des conditions idéales pour le faire. Donc maintenant j'y vais et je ne me pose plus trop de questions. Bah, c'est presque le contraire. En fait, moi, des fois, ça veut pas. Vous avez le temps, mais ça veut pas. Il y a un côté trans.